commencer notre soirée avec Akli Oral, Smahan Khalil, et qui sont accompagnés de M. Saleh Demriche pour une rencontre autour du livre de Akli Oral, de Londres à Jérusalem, Terreur promise, donc autour de la Palestine. C'est un sujet d'actualité. Donc on laissera nos invités intervenir, et après, si vous voulez des questions, si vous voulez échanger avec eux, n'hésitez pas, on aura des questions, des réponses, ils vont vous donner des réponses forcément. Et puis nous remercions aussi vivement l'artiste Smahan, qui nous offre cette belle palette de couleurs, et qui sent, les tableaux sont en relation directe avec la Palestine, et donc on lui laissera aussi l'occasion d'expliquer un petit peu son art et pourquoi ses motifs et pourquoi ses couleurs. Voilà, merci à vous, et parole à nos invités. Bonsoir. C'est une vieille histoire, Akli. Il y a longtemps, je remarquais des textes qui passaient sur Facebook, qui racontaient donc la Palestine, et je me suis dit, c'est pas possible de se contenter de Facebook. Et je l'ai contacté, donc c'est là qu'il m'a dit, le projet est en cours. Donc c'est ce livre-là qui était en cours. Pourquoi il faut que je le dise, parce que Gaza m'a... Un ami gazaoui qui me dit, toi c'est Gaza qui t'habite. Il me dit, j'habite Gaza, mais toi c'est Gaza qui t'habite. Gaza m'a habité depuis mon voyage en 97. J'étais parti pourtant pour une conférence internationale sur la paix. Et c'était 2 ans quand je me suis allé à Jérusalem et puis Gaza, le 4 novembre 1997, 2 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Yitzhak Rabin, donc par un extrémiste israélien. Donc, et c'est là que j'ai connu Gaza en fait. Je suis allé avec, parfois bien accompagné par un journaliste arabe, mais un journaliste de Haaretz. Et c'est depuis que j'ai beaucoup de respect pour Haaretz, qui, comme je l'écris souvent, inflige des leçons de déontologie à chacune de ses éditions à la presse française. Et être pour plaire, ça c'est d'actualité d'ailleurs. Elle dit, pour moi le choix est fait. Je ne suis que pour être. À bon entendeur, dit-elle. Et moi j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu, Semaine? J'ai entendu que c'était un cogito. Le cogito de Semaine. Je peins, donc je suis. Mais peindre pour elle ne se réduit pas à cet art. Il y a aussi une peinture intérieure. Autrement dit, le rapport à l'autre, c'est ça aussi qui importe dans ces tableaux. Le rapport à l'autre, vous savez qu'on la retrouve dans pas mal de parrainages d'enfants en Amérique latine ou en Palestine, dans l'engagement auprès d'ONG, comme par exemple, comment s'appelle déjà l'ONG là, Solidarité Internationale. Donc une ONG qui intervient justement à Gaza depuis tout juste 1 an, février 2024. Figurez-vous que cette peintre, vous voyez, est une autodidacte en la matière. Je suis tombé sur une anecdote en cherchant à me documenter sur elle, à nouveau avec une toile enroulée dans ses mains. Et elle lance: mes 2 meilleures œuvres viendront d'ici. Je continue ou... Donc c'est Raoul Diaz qui conclut: je n'ai jamais vu une personne avec autant de force et de détermination dans ses yeux
ses paroles, son langage corporel. À partir de cet instant, minuit 0, pour nous, la longue toile fut divisée en 2 morceaux égaux qui seront plus tard accrochés au mur. Ces 2 morceaux, ces 2 toiles, décidément. Je voulais vous montrer les 2 tableaux. Belle photo de Semhan devant un de ces tableaux représentant le peuple, c'est ça, oui, le 12e. Oui. Et je sous-titrais le tableau Semhan, la souveraine. Parce que le tableau, elle portait une pancarte Algérie, pays souverain. C'est dommage. Oui, bon. Voilà. Merci beaucoup, vous me faites vraiment honneur. Je savais que je ne pouvais pas préparer en réalité tout ce que j'avais à dire parce que j'avais l'impression que parler après notre ami Saleh allait être un peu difficile. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je vais reprendre directement effectivement sur mes grandes toiles, mes 2 grandes toiles, effectivement, oui, qui ont été concrètement dédiées à mon pays et au peuple algérien, et qui symbolisent un peu l'éveil, enfin l'éveil en 2 étapes. Oui, un autre pour moi. Donc c'est l'éveil 1 et c'est un peu le... En fait c'est même pas... L'idée, elle est générale en fait. L'éveil qui peut arriver à n'importe quel... Enfin c'est même la chance que pourraient avoir les gens ou... Enfin, un individu ou les personnes ou même des collectifs comme ça, arriver à cette étape de l'éveil, c'est-à-dire ne pas passer à côté. C'est réellement important. Donc c'est ce qui permet de se projeter vers de nouvelles perspectives et décider de quoi faire de ce qui a été déjà fait, de ce qui a été vécu, et se projeter vers du nouveau et du renouveau. En même temps, moi je pense que c'est une opportunité parce que c'est pas tout le monde qui y arrive. On peut facilement passer à côté et aller enfin si on parle de personnes, vers le désespoir et vers l'abandon, au lieu de cela, grâce à cela, on saute vers quelque chose qui va réellement nous reconnecter avec la vie sous de nouvelles formes et de meilleures perspectives. Et c'est là où on arrive, j'essaie de résumer bien sûr parce que c'est plusieurs heures de réflexion sur le sujet. Et ce qui nous amènerait vers justement cette étape où on retrouverait de nouveau dans l'action, dans la construction et voilà, dans la recréation de soi. Voilà. Et après, je reviendrai bien sûr sur le thème qui nous a mené à cela et à travers la présentation du livre de notre ami Akli Oured. Je ne sais pas si je parlerai des toiles qui ont été dédiées justement à la Palestine, mais pas en 2024, mais en 2012. En fait, ici, nous avons une petite série que j'avais peint il y a, en 2012. Non, 2012, c'est ça, oui, c'était 2012, avec les bombardements qui ont eu lieu sur Gaza. Moi, j'étais ici, j'étais en Espagne, je vis en Espagne. Donc, c'est en Espagne que j'avais peint ces toiles et que j'avais représenté comme ça en 3 étapes, c'est-à-dire là où on s'attend pas, on est là, c'est la vie, c'est pas tranquille, tout ça, j'avais été tranquille depuis
ce qui pouvait être tranquille pour les gens de Palestine pendant toutes ces années. Mais là c'est l'interruption avec les bombardements qui avaient eu lieu. Suivi bien sûr du chaos et tout le nombre de victimes et voilà, occasionné par les bombardements et bien sûr aussi encore une fois toute l'information qu'on a sur le sujet, la réaction des gens ici sur les médias et tout ça s'est reproduit bien sûr cette année, enfin en 2024 avec les massacres et tout ça et les génocides. Et déjà là, en fait, je dis en 2012, déjà, en troisième étape, voilà, je me disais que ça devait s'arrêter, mais finalement, voilà, le temps nous a montré que ça allait vers pire, et on est toujours là, un peu, comment on dit, affronté ou confronté au pire tout le temps dans notre vie, que ce soit sur le plan personnel ou, comme je dis encore une fois, collectif. Mais bien entendu, il est clair que, et d'ailleurs on l'a bien vu avec les Palestiniens, le courage qu'ils ont de se dire qu'on est encore là et qu'on doit encore se battre, et parce que bon, cette guerre va tout de même finir. Et qu'on a le devoir de projeter encore la vie vers un futur meilleur, quoi. Et c'est un peu là ce que j'avais reproduit sur la dernière étape en peinture, et aussi, bon là, ça c'était valable, je dis. Donc, effectivement, on a une rétrospective sur les événements en Palestine. Et pour arriver, bon c'est bon, je vois que j'ai pas ma toile, tu avais la... Mais c'était dans ton podcast. La photo, en fait, je ne sais pas, vous aviez remarqué en haut à l'entrée, là où il y aura tout à l'heure la vente dédicace. C'est le tableau que j'ai fait pour la Palestine cette année. Et vous aurez remarqué, je ne sais pas si vous aviez vu, en fait, la Palestine, elle est bien au centre de la toile, mais en même temps entouré d'autres... pour dire que que ce qui se passe en Palestine allait forcément déborder et sortir des frontières, et voilà qu'il fallait être là et rester attentive à ce qui va se passer, surtout mobilisée, voilà. Je ne sais pas si j'ai réellement tout dit ou assez dit ou par rapport à ma peinture. J'aimerais aussi revenir sur le livre de Cliouret. Effectivement, moi j'avais eu l'opportunité et l'honneur de lire le livre avant son édition, sa première édition effectivement, parce qu'il avait fait une édition libre. Et moi, j'ai à peine fini, même pas. En commençant à lire le livre, j'avais déjà effectivement remarqué sa force. Et au fur et à mesure que j'avançais, je disais, ce livre, il faut qu'il soit traduit. C'est un livre à faire traduire dans plusieurs langues, autant de langues possibles, effectivement, pour son contenu. Et sans contenu, comme ça l'a bien décrit, moi je dirais aussi très didactique, bien construit, une information assez objective et scientifique en même temps. Et effectivement, j'avais procédé, j'ai traduit le livre à l'espagnol dans l'attente de le voir publié dans une édition espagnole, là très prochainement, on espère bien. Voilà. Merci beaucoup à vous.
je suis très content d'être ici avec vous tous. Ça, c'est une deuxième apparition à Paris, et une première chez Youssef Zélam, à l'Albondera. Et je remercie Fatiha de m'avoir donné cette opportunité de présenter mon livre devant vous. Alors, j'ai choisi une manière un peu différente de présenter le livre. J'ai fait un podcast que je vais présenter, c'est moi-même qui parle du livre. Et puis après ça, Salah a tenu à poser 5 questions sur le contenu du livre. On ouvre le débat par la suite. Je sais qu'une partie de vous a déjà lu le livre, d'autres non. En fait, le débat portera essentiellement sur le livre, mais c'est ouvert à toute la question palestinienne. Après ça, on passera au niveau au hall central pour la vente dédicace. Voilà un peu la suite du programme. Et alors, Akli, de Londres à Jérusalem, ta confrontation avec les forces israéliennes, si vous permettez, je n'aime pas trop l'expression entité sioniste. Désolé, mais elle existe, cette entité, qu'on le veuille ou non. Ça s'appelle Israël. Le problème, voilà, je vais encore aller plus loin, moi, ce qui me dérange le plus, c'est les médias en France. En France, tout particulièrement. Quand je disais que la presse est tenue en laisse, oui, elle est tenue en laisse. Et ça devient impossible de s'exprimer sur le sujet. Pardon. Donc, ton périple, là, en fait, il a commencé effectivement à Londres. À Londres, vous savez, quand vous prenez un vol d'Alger à Paris, c'est le contrôle de la police algérienne, pas de la police française. Quand vous faites l'inverse de Paris à Alger, vous passez le contrôle de la police française. Mais alors toi, le Mossad. Ben oui. D'ailleurs, je suis parti par un tour Mossad aussi ce jour-là. En parlant de camp de concentration, je suis né dans un. Je suis né au Zouadia, Wilayat Tizi Ouzou, et à l'époque de ma naissance, ma famille était dans que les Français appelaient faussement camp de regroupement, centre de regroupement. En fait, c'était des camps de concentration, puisque c'était... donc, comme vous savez, la France a détruit pas moins de 3000 villages en Algérie, dans une bonne partie en Kabylie. On appelait ça des villages ravitailleurs. C'est des villages qui sont en général à l'extrémité d'une série de villages et qui ravitaillaient la révolution algérienne en alimentation, en information et souvent même en armes. Donc les Français ont détruit notre village, je n'étais pas encore né. Mon frère Mzien, qui est journaliste, lui était né. Donc on l'a fait descendre avec ma mère, mon père était ici à la Fédération de France. Et quelques années plus tard, c'était en 57, 62, janvier 62, je suis né prisonnier de la France, à Obadis, comme on dit en anglais. Alors j'étais libéré avec ma famille 6 mois après, à l'indépendance. C'est vraiment intéressant comme histoire. Alors il a raison, j'arrive à... En fait, ce que fait Israël, et ça fait partie de ce que j'appelle l'exceptionnalité de cette... J'aime bien le mot entité. De cette entité sioniste, c'est qu'on leur a permis d'installer des unités du Mossad dans tous les aéroports internationaux occidentaux pour vérifier qui a l'intention d'aller en Palestine ou même en Israël. Ça, on passe par Israël pour aller en Palestine. Même si on rentre par la Jordanie, on passe par un poste israélien. C'est le Mossad qui est installé là, et ils ont la liste de tous les passagers
puis des jours avant le départ, pour faire le petit bureau là pour le check-in. Pas le check-in, on est à la porte d'embarquement. Et puis on nous invite, dans ces vols-là, il y a toujours un box. Et comme je l'ai dit, les gens avec des noms pas trop, je dirais pas catholiques, pas très judaïques, passeront par ce box-là. Et là, on m'a posé un certain nombre de questions. Je sais pas, moi, en général, moi j'aime bien arriver à embarquer parmi les premiers. D'abord parce que j'ai toujours de la place pour mettre ma valise, hein, parce qu'on a un dernier on a un problème. Hein. Alors, et je sors de ce box-là, le dernier, parce que j'ai passé un bon moment. Et là, je suis en Angleterre. C'est incroyable, c'est ça le problème. D'ailleurs, je dis dans le livre que... enfin, je continue, hein, mon signalement a été donné. Aussi, on m'a laissé embarquer, parce qu'ils ont vu, j'ai présenté toute la documentation officielle de la Banque mondiale, j'étais un envoyé de la Banque mondiale et tout. On me laisse partir à l'arrivée bis repetita. Donc, et là, c'est pas le Mossad, c'est le Shin Bet. Je passe la PAF, bon, il y a encore 2 gorilles qui m'attendaient avec des lunettes noires, costume noir, man in black. Hein. Là, on m'invite, je raconte l'histoire de Tizi Ouzou dans le livre, vous allez voir, parce que la première question qu'on m'a posée, on regarde mon truc, c'est où Tizi Ouzou? Je leur ai dit que c'est dans le Massif central. Hein, il y a un massif, il est central aussi en Algérie. Donc, et eux, ils ont pris ça au sérieux, ils ont été chercher dans leur... Il n'y avait pas encore Google, ces histoires ici. Donc, ils ont un système à eux, ils sont rentrés, il y a un des deux, il est rentré dans leur centre KGB, et il a cherché en France, Tizi Ouzou, rien. Il n'a rien trouvé. Il revient, il me dit... T'es sûr que c'est en France? Je lui dis, bien sûr c'est en France. Je suis français, moi. Et il repart, il cherche, rien. Son système à lui le renvoyait toujours à l'Algérie. D'ailleurs, quand ils m'ont fait rentrer, après ils ont su, je leur ai dit c'est en Algérie, hein, on va faire une 3e question. Et j'ai compris que soit je dis que c'est en Algérie, soit je suis mis dans l'avion pour... La raison pour laquelle j'ai menti, enfin c'est un vrai mensonge. C'est parce que j'avais peur qu'on ne me laisse pas rentrer. Je dévoile tout de suite mon origine, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qui allait se passer. Alors le gars, il me zoome sur l'Algérie, sur leur écran. Ouh, tu vois l'Algérie là. Je lui ai dit, mais je suis né en 1962 dans un camp de concentration. En janvier 62, c'était la France. Je dis, moi, les Algériens ont voulu leur indépendance et nous, Français, on est partis. Hein, en 1962. Je ne sais pas ce qui est devenu ce pays-là d'ailleurs. Paraît-il qu'il cherche à ce qu'on revienne. C'est ça. Moi, je dis dans le livre, le système d'apartheid instauré par Israël a transformé son plus important aéroport international en un tribunal avancé où les individus de la partie la plus sombre de la palette des couleurs sont jugés sur leur comportement a priori, humiliés, condamnés, interdits de territoire, souvent le leur, et remis dans le premier avion, les retournant à l'envoyeur. Voilà. Oui, justement, le livre, même s'il ne l'avait pas signé, tout le monde aurait compris que c'est un Algérien qui l'a écrit. Parce que l'Algérie traverse tout le livre avec des flashbacks comme ça. Et justement, il y en a un flashback, tu parles dans ton livre du 23 juillet 68. Ça vous dit rien? C'est un détournement
d'un avion El Al, donc israélien, par le FPLP, est détourné où? Sur Alger. La suite? En fait, quand j'ai accepté cette mission, je savais que je n'allais pas travailler. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup travaillé, ils ne nous ont pas laissé travailler. Mais moi, c'était, je voulais découvrir, comme je l'ai dit dans le podcast, je voulais voir qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Israël. D'ailleurs, à l'époque, j'accordais un peu de crédit à la démocratie israélienne, un truc comme ça. Mais quand j'ai vu, ça m'a radicalisé par la suite, bien entendu. Alors, j'avais le choix de partir avec la British Airways, mais j'ai choisi El Al, la compagnie israélienne, parce que je voulais tout voir. Je n'aurais jamais, je le dis dans le livre, je n'aurais jamais imaginé un jour entrer dans ce porteur habillé en bleu, habillé en couleur d'Israël. Et cet exemplaire, un exemplaire de cet avion-là a été détourné le 23 juillet 1968 vers Alger, par les militants de PLP. À l'époque, l'Algérie avait négocié avec l'État d'Israël, avec l'État d'Israël aussi, mais elle avait négocié avec les militants qui avaient détourné cet avion-là. Et ils ont obtenu la libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens contre la libération d'un certain nombre d'Israéliens qui étaient dans l'avion. On a très vite libéré les autres nationalités. Et depuis ce jour-là, l'Algérie de l'époque, c'était 6 ans après l'indépendance, donc l'odeur du baroud des Djebel était encore, vous pouvez le sentir, est entrée en communion avec la révolution palestinienne. Et c'est toujours le cas jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Terrible. Je me souviens de ce jour où tu avais pris un taxi. Un chauffeur, donc, venu d'ailleurs, mais devenu, comme tu nous l'apprends, on le sait, plus indigène en une semaine que les vrais indigènes. Explique. Ça, c'est quand le Mossad, le Shin Bet m'a relâché, après 3 heures d'interrogation, de torture morale. On me relâche. D'ailleurs, ma petite valise était... Ça y est, avec le tapis roulant à la Habès depuis longtemps. Et les voyageurs qui étaient dans l'avion, qui étaient j'ai pris ma valise, je sors, taxi, je monte dans le premier. Le gars, c'est un blond, un grand blond. Et je lui dis good morning. Il me dit sorry, no English, Russian only. Je croyais que j'avais atterri à Moscou. Et il m'a dit non. Il parlait quelques mots en anglais et j'ai réussi à construire quelques phrases avec lui. D'abord, pour m'assurer qu'il sache où mon hôtel était, parce que j'ai passé la première nuit à Tel Aviv. Ça m'a étonné, parce qu'il ne voulait pas parler au début, parce que d'habitude, les chauffeurs de taxi, ça parle. C'est très difficile de les faire taire. C'est très difficile c'est plus compliqué de leur faire trouver la destination plutôt que de parler. Donc je dis la présence des juifs russes, polonais, allemands,
Faracha, Sifarad en Palestine illustre l'illusion la plus incroyable des sionistes qui persistent et prétendent que les juifs modernes d'aujourd'hui, y compris mon chauffeur moscovite, seraient les descendants directs et uniques des anciens hébreux. C'est ce qu'ils racontent les sionistes. Hein. Et ils se sont juste absentés de 1000 ans, ils sont revenus. Le gars, mon taxieur, était arrivé il y a à peine une semaine. Mais l'État sioniste l'avait déjà doté d'une voiture, d'une licence de taxi. Chez nous, pour avoir une licence taxi, il faut faire une guerre. Hein. Et probablement d'un logement construit sur une terre volée aux Palestiniens. Israël est probablement, je le pense, hein, le plus généreux de la planète, en distribuant des biens qui ne lui appartiennent pas. Un État Robin des terres, mais dans le sens inverse. Je lui ai quand même posé la question de savoir s'il était capable de parler hébreu. Il m'a dit non, Russian. Les droits de ce blanc caucasien qui arrivait seulement 7 jours auparavant, 7 jours avant moi, hein, étaient supérieurs à ceux des Cananéens qui résident sur cette terre depuis plus de 10 000 ans. Si cette politique n'est pas de l'apartheid, alors Botha, l'Africaner, était un enfant de cœur. Oui, c'est ce qu'on a appelé la loi du retour en Israël, hein. Donc complétée en 1952, mais alors avec un article... C'est quand la loi du retour. Oui, mais complétée en 1952, oui. Justement par un article sidérant du point de vue juridique, donc qui ouvre automatiquement la nationalité israélienne à tout immigrant juif. Sous-entendu, c'est un retour donc avec effet rétroactif, entre guillemets, de 2000 ans, voire plus. 2000 ans. Tu peux retourner chez toi, mais l'indigène, le vrai, qui a 76 ans seulement, d'exil ou d'expulsion, ne peut pas retourner chez lui. Voilà excusez-moi, moi, je n'en peux plus. D'ailleurs, j'arrête de regarder surtout ces news, pardon, mais de cette injustice à l'échelle mondiale. Le monde entier se tait. C'est un truc, à part les populations. Hein, Bon, il y a un autre passage. Je dis CNews. Ouais. On peut نعربوا النوم نحل شو يقولوا سي نيوز سي حرف الهف والنيوز مهفوف به. Il y a un autre passage qui m'a frappé à Gli. C'est quand tu devais te rendre au siège de la Banque mondiale. C'était entre autres ta mission aussi. Hein. Entre nous, tu as parlé d'économie routière. Désolé, mais ton périple, on n'a pas fait d'économie. Hein. Et donc, quand tu as voulu te rendre, donc, tu as rencontré ce professeur Mahmoud. En fait, c'est pas son vrai nom parce que je l'ai protégé. En ne donnant pas son nom. Alors, là, on arrive à la fin, là, on est à Ramallah. Alors, on a fait une réunion au ministère des Travaux publics. Alors, le professeur Mahmoud, c'était notre partenaire local. Alors, le gars, il est bardé de diplômes. C'est le responsable de la section Civil Engineering à l'université Najah de Nablus, mais il est surtout directeur général du plus grand bureau d'études palestinien. Donc ma compagnie anglaise l'avait choisi comme partenaire. Je raconte le livre, il a souffert le pauvre avec moi. À la fin, comme ils les Anglais, please call again.
Alors je vous montre une photo, elle est très 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 importante, je l'ai trouvée dans mes archives. C'est une photo de moi à Ramallah. Alors il m'accompagne de Ramallah, on va aller à la Banque mondiale pour faire une réunion. La Banque mondiale finançait notre travail. Donc on prend un taxi palestinien déglingué, tout on arrive. En fait, on arrive sur un chemin qui mène vers la banque, le siège de la Banque mondiale. Il y avait un tas de terre. Après, il me dit, voilà, je t'explique, Akli. J'arrive à la photo. Ah, tu l'as mise? Ben voilà. Ça va, il est bien en technologie. Hein. Ça, c'est moi à l'époque. Hein. J'étais beau et jeune. Je vous assure que j'ai plus de valises comme ça hein, depuis. J'arrive là, il me dépose devant ce tas de terre. Il me dit, je vais t'expliquer une chose, c'est terrible. Hein. Tu ne peux pas aller avec toi. Et la banque, c'était, on regarde comme ça, c'est l'immeuble là-bas qui est là. Je ne peux pas. Au-delà de ce tas de terre, c'est Israël. Et si on m'attrape au-delà de ce truc-là, de ce tas, c'est l'internement administratif. Alors vous avez tous entendu les libérations qu'il y a eu dernièrement, c'est des gens qui ont passé 20-25 ans sans jugement. Je le dis dans le livre, Israël a inventé le délit d'intention de commettre quelque chose. Ils arrêtent les gens parce qu'ils pensent que ces gens-là peuvent éventuellement, potentiellement, commettre un acte contre Israël. Ils le mettent en prison pendant 10, 15, 20 ans. Je le dis d'ailleurs, ils savent. Quand je ne viens pas, à la Banque mondiale, il n'y a personne. Je suis monté sur le tas, il n'y a personne. Je dis, mais c'est pas moi. J'ai insisté, le pauvre Hachemani, je viens. Donc là, sur ce tas de terre, il y a condition, tu vas aller Wahdak. Parce qu'au bout de la rue, il y a une rue qui traverse cette rue-là. Tu regardes à droite et à gauche, il n'y a pas une patrouille militaire. Je vais venir. J'arrive au bout, je lui fais signe, bien. Ce qui est Yijidi. Mais elle est là. Pour le deuxième étage, pour notre réunion, il était toujours essoufflé. Il y avait un Anglais là-bas qui nous a accueillis. Avec des chaussures poussiéreuses. Hein? Avec des chaussures poussiéreuses. Ah oui, parce que quand on monte sur ce tas-là, avec les chaussures, je trouve aussi enfin, on fait une réunion, on était tellement contents du résultat de la réunion, on sort, on discutait, et on tombe sur une patrouille. On sort, on est en pleine patrouille. Le gars a failli tomber. Alors, je lui parle pour qu'il allait se dénoncer lui-même en tombant devant les militaires. Je lui dis avec une confiance, je reprends du livre, hein, avec une confiance artificiellement débordante, ma confiance, et un rire bruyant et trompeur, je lançais à haute voix à mon collègue effrayé. Prof, en anglais toujours, hein, allons prendre une bière dans un bar pas loin d'ici pour nous rafraîchir après cette dure réunion de travail. Donc ils sont sur... Et nous, qui vivons à une trentaine de kilomètres de l'Aqsa, nous sommes interdits d'y mettre les pieds. Je n'ai jamais prié pour mon Dieu dans cette mosquée sacrée. Je suis jaloux. Mais allez-y, mon frère, profitez de ce privilège qui vous a été accordé par notre Allah commun. On ouvre le débat. On ouvre le débat, vous êtes... Vous avez des questions sur l'antiterrorisme? Vous êtes libre de m'interroger. Je suis habitué. Il faut un micro baladeur. Hein. Qu'est-ce qui peut... صالحة بالعقل لا بالعقل عليا
Voilà, une question à M. Salah Ghemrich. Voilà. C'est le ténor. J'ai lu certaines choses de vous, notamment sur notre ami Kamel Daoud, n'est-ce pas? Voilà. Non, c'est pas le sujet, c'est juste ça. Mais je me rappelle, j'étais abonnée au Monde depuis des décennies. Et puis finalement, ces derniers temps, je me suis désabonnée parce que, bon, trop c'est trop. La façon dont ils abordent la question palestinienne, c'est tout simplement insupportable. Mais je me rappelle d'un article... Vous allez sur la planète Mars? Vous êtes des abonnés du Monde. Donc, il y a des années de cela, bien avant le problème actuel, et j'ai lu un article de vous, M. Salah Ghemrich, sur Le Monde, et j'espère que j'ai bonne mémoire. Vous disiez la chose suivante. Un des paragraphes, vous disiez précisément, c'est les intellectuels israéliens qui défendent les Palestiniens. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase? Oui. Ben, je crois quand je parlais de Haaretz, il n'y a pas que Haaretz, hein, des Français aussi. Hein, C'est les intellectuels de gauche. Pas forcément, il y a en Israël même, ça bouge, mais les médias n'en disent rien. C'est ça le problème. L'article, la tribune dont vous parlez, c'était 2008. Je crois, oui. Vous vous rappelez, il y a eu le Salon du Livre de Paris, pays invité Israël. Alors là, il y a eu tout un truc contre, pour. Moi, j'ai proposé mon regard. J'étais pour aller voir les écrivains israéliens. Et il y en a, hein, mais vraiment du côté palestinien que ce soit Shlomo Sand, ou il y en a tellement. Amos Oz. Et alors là, justement, ça vous ramène à l'actualité. Quand vous dites, j'étais contre le boycott d'Israël au Salon du Livre. Je l'ai dit. Et alors, cet article est sorti le jour de l'inauguration du salon. Il y avait Shimon Peres pour l'inauguration. Le Monde l'a annoncé à la une. C'est le seul article que Le Monde m'a publié. Parce que quand après, je disais des choses sur Gaza et trucs, niet. Rien. On n'a jamais voulu. D'ailleurs, même Libé, vous pouvez trouver des tribunes de moi dans Libération. Ben, depuis quelques années, Libé aussi. J'ai appris il n'y a pas longtemps, ça, je suis tombé des nues, tu vois, le Mossad te suit, que l'actuel patron de Libé, c'est un ancien du Mossad. Absolument, oui. Voilà. On fera quelque chose. Une autre question, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas terminé, je n'ai pas posé la question. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais étonnée parce que j'ai l'habitude de lire des écrits d'auteurs palestiniens qui disent tout simplement que, mis à part, évidemment, vous avez cité Gideon Lévy, les journalistes de Haaretz, un site de publication en 1952 commun où il y a en même temps des Palestiniens et des Israéliens, mais il n'y a pas tant que ça d'intellectuels israéliens, même de gauche, qui réellement prennent la défense des Palestiniens. Shlomo Sand, bon, il a écrit comment le peuple israélien a été inventé, il a écrit un certain nombre de choses, mais depuis que le génocide a commencé, on ne l'a pas entendu parler. Il y a une intervention de lui où il dit « Je suis inquiet pour l'avenir d'Israël ». C'est ça, sa question. Et nous avons, moi je suis les conférences, l'ENS, l'École normale supérieure, depuis le début, tous les lundis, elle invite quelqu'un. Il y a une chercheuse judéo-américaine, Maya Wind, qui a présenté son livre Towers of Ivory and Steel. Et puis le sous-titre, donc les tours d'ivoire, de faire
comment les universités, comment le système universitaire israélien mine et sabote les Palestiniens. Elle nous a dit la chose suivante: depuis que le problème a commencé, alors qu'il y a des chercheurs top... Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis beaucoup plus vieux que toi, donc j'ai assisté in vivo à ce bombardement-là. Il y avait 2 villages en même temps. Souvent, on parle de la population arabe. Donc, les Arabes ceci, les Arabes cela, 48, machin, le retour des Arabes, etc. De mon point de vue, je peux me tromper évidemment. Ah, je t'en prie. Je vais vous donner, j'attends juste la monnaie. J'attends que Comment inverser le... Sinon, je vais prendre en compte de moi. C'est bon. Oui, c'est bon. alors je me dis...